Est-ce que vous connaissez l'île de la Réunion? C'est un département français bordé par l'océan Indien, un petit coin de paradis, très apprécié des touristes. On y trouve bien sûr des plages, mais aussi une nature généreuse et des randonnées incroyables pour ceux qui aiment marcher. Et c'est d'ailleurs au cours d'une randonnée sur un sentier entre le Maïdo et Roche-Plate qu'un gendarme français a inexplicablement disparu. Dans cette vidéo, j'ai la chance d'avoir le témoignage de Christophe, un ancien gendarme qui était à l'époque des faits en poste au peloton de gendarmerie de haute montagne de la Réunion. C'est lui qui était en charge de coordonner les premières recherches. Du coup, je tiens à remercier Naël, le viewer qui m'a permis d'entrer en contact avec Christophe. Merci à toi Naël. Salut Rafu, je m'appelle Christophe Grange, j'étais gendarme au PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, à La Réunion, après avoir servi à Chamonix et à Annecy. Et je suis à La Réunion depuis 2013. Et donc en 2017, fin juin 2017, j'étais en charge des recherches pour le PGHM pendant la première semaine sur la disparition de Mathieu Kézéric. Et enfin, avant qu'on ne commence, j'ai fait il y a quelques semaines une interview avec un copain, Sabri, qui a une chaîne dédiée à la Thaïlande. Et au cours de cette interview, je parle un petit peu de mon parcours et en particulier de mon expérience de la Thaïlande où je vis. Salut Sabri, comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Rafu? Ça fait tout juste 4 ans. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est une bonne question ça. Donc pour ceux que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, allez y jeter un coup d'œil quand même, ou en tout cas allez jeter un coup d'œil à la chaîne de Sabri. Il fait des vidéos que je trouve vraiment super intéressantes avec des interventions de personnes très diverses et très variées. Sachez juste que Sabri est un petit peu joueur et qu'il aime beaucoup faire des miniatures et des titres, voire même des débuts de vidéos parfois, un petit peu choquants. Ne vous arrêtez pas à ça et regardez bien les vidéos en entier. Allez, désolé pour cette petite intro à rallonge. Maintenant, c'est parti pour l'histoire vraie incroyable de la disparition vraiment bizarre, vous allez voir, du gendarme Mathieu Kézéric. Générique. Mathieu est gendarme mobile. Contrairement à ses collègues de la gendarmerie départementale, il est en déplacement plus de 200 jours par an, travaillant sur différentes missions, comme par exemple le renfort justement aux brigades de gendarmerie départementale. Pour lui, rejoindre la gendarmerie, c'est un rêve de petit garçon qui s'est réalisé. Enfant déjà au carnaval, il se déguisait en gendarme. Mathieu est né le 26 juin 1993 et il a grandi dans la région de Montpellier. Il a vécu une enfance classique, c'était un gamin gentil, affectueux et toujours soucieux du bien-être des autres. Depuis tout petit déjà, Mathieu est passionné de sport. Il jouait au tennis, faisait du judo, du vélo et j'en passe. Après ses années de lycée, durant lesquelles il a continué de faire du sport régulièrement, il a intégré une fac d'histoire, mais son rêve d'enfant est toujours bien présent et c'est la raison pour laquelle, en parallèle de ses études universitaires, Mathieu prépare le concours de sous-officier de gendarmerie. Avant la fin de sa première année de fac, il reçoit l'heureuse nouvelle, le Sésame, qui va lui ouvrir les portes de l'école des sous-officiers de gendarmerie. Il a réussi son concours et c'est à l'école de Montluçon qu'il part se former pendant à peu près un an. En 2013, alors tout juste âgé de 20 ans, Mathieu intègre l'escadron 45-3 de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Les années passent et Mathieu est plus épanoui que jamais. Comme je le disais plus tôt, Mathieu fait de nombreux déplacements au cours des années qui suivent. En France métropolitaine, mais aussi dans les départements et territoires d'outre-mer, comme par exemple un déplacement de 3 mois à Kourou, en Guyane. Et en ce début d'été 2017, c'est sur l'île de la Réunion qu'il est déployé. Il est séparé de son unité et est affecté pour une durée de 3 mois à la brigade de gendarmerie départementale de La Possession. Nous sommes en juin, Mathieu est déjà arrivé à la moitié de son séjour insulaire, ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Du coup, en 1 mois et demi, il a eu l'occasion de sympathiser avec des gens avec qui il travaille ou des gens en rapport avec son métier. Il est en congé ce vendredi 23 juin et on lui a proposé une sortie plutôt sympa. On lui a proposé d'aller visiter le cirque de Mafat. C'est Pascal, gendarme à la brigade de recherche, et Christophe, le mari d'une collègue gendarme, qui lui ont proposé de se joindre à eux. Ils sont du coin, ils sont familiers des lieux. Que demander de plus pour une journée de randonnée? Cette randonnée qu'il prévoit de faire n'est pas très difficile techniquement, mais par contre, il y a beaucoup de dénivelé et les pentes sont assez raides. En gros, il vaut mieux être en bonne forme physique, mais de toute façon, c'est le cas de Mathieu. Son métier n'est pas de tourpeau. Il enchaîne les heures et n'a qu'un seul jour de congé par semaine. Alors, autant vous dire que cette sortie dans un endroit grandiose
il l'attend avec une très grande impatience. Le cirque de Mafat est connu comme étant un des endroits parmi les plus sauvages et les plus isolés de l'île de la Réunion. C'est vraiment un lieu à part, connu pour son panorama unique, sa nature préservée. D'ailleurs, pour y accéder, il faut soit marcher, soit y aller par les airs. Il n'y a aucune piste carrossable qui permette de s'y rendre en voiture. Pour descendre, se promener, on est obligé de descendre. On commence par descendre. On descend de ce qu'on appelle le rempart, qui fait à peu près 1000 mètres de dénivelé, avant d'arriver dans ce cirque qui est quand même relativement étalé, qui est grandiose, qui est magnifique, qui est le paradis des trailers et des randonneurs, et qui est accessible qu'en randonnée, ou en hélicoptère pour livrer les gîtes. Mais autrement, ça demande d'être un randonneur pour accéder au cirque de Mafat. Mathieu est tellement emballé de partir à la découverte de cet endroit exceptionnel que la veille au soir, il passe plusieurs coups de fil à sa famille et un en particulier à sa maman, Delphine, dont il est très proche. Devant l'excitation de son fils, qui est vraiment pressé de découvrir l'île de la Réunion vue d'en haut, elle lui recommande de plutôt profiter de son jour de repos pour se reposer. Ce à quoi Mathieu lui répond « Tu sais, c'est tellement beau ici, je ne veux pas gâcher une journée à rester enfermé dans l'appartement. » Aujourd'hui, on sait que si Mathieu était resté chez lui ou s'il était allé à la plage, il serait sans doute rentré auprès de ses proches, en métropole comme c'était prévu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce vendredi 23 juin 2017, il fera beau sur l'île de la Réunion, si l'on en croit en tout cas les prévisions de Météo France. Un ciel dégagé dans l'ensemble, et c'est une bonne chose parce qu'en montagne, le soleil permet de réchauffer les températures, qui restent somme toute assez fraîches la nuit en tout cas. Il y a bien quelques nuages épars, prévus sur les hauteurs de Saint-Denis et de la Possession, mais c'est malgré tout une très belle journée qui s'annonce, parfaite pour randonner. Mathieu, Pascal et Christophe se retrouvent donc de bonne heure ce vendredi matin. Ils quittent ensemble la ville vers 8h30 pour se rendre au parking du Maïdo, le point de départ de leur randonnée. Le plan, c'est de descendre dans le cirque de Mafat, d'y déjeuner, puis de remonter jusqu'au parking en fin d'après-midi. Ils commencent leur marche aux alentours de 9h30. Pour descendre dans le cirque, ils empruntent le sentier dit de Roche Plate. C'est un sentier pentu et escarpé, mais balisé. Le Maïdo, c'est situé à peu près à 2200 mètres d'altitude. Et on commence par une descente assez raide, relativement raide dans le rempart, pour arriver jusqu'à la brèche, qui est un point de jonction. Si on part sur la droite, on arrivera sur Roche Plate. Et si on part sur la gauche, on arrivera sur les Orangers. Une fois en bas, Mathieu, Christophe et Pascal s'arrêtent dans le gîte Thomas Judex pour se restaurer, reprendre des forces et profiter un petit peu de cette journée de repos. Le gîte est décrit comme une petite structure familiale où les sportifs peuvent manger, mais aussi se reposer ou même camper. La vue depuis la terrasse de l'établissement est extraordinaire et panoramique. On peut entre autres apercevoir le pic du Bronchard ainsi que le village de Roche Plate. Le repas se déroule a priori dans une ambiance très bon enfant et est un petit peu arrosé. Chose courante pour les randonneurs qui font ce trajet. Effectivement, la plupart des gens qui descendent, les randonneurs, vont boire un coup au gîte et puis remontent en ayant bu un petit peu. Donc pour moi, c'est pas trop un problème, hein. Enfin, à moins qu'il soit vraiment minable, mais c'est vrai que quand tu remontes, quand tu choisis de remonter, c'est que, a priori, c'est pas quelque chose qui aurait posé problème pour la montée. Après le repas, il est temps de s'atteler à la remontée et les trois hommes décident d'évoluer séparément, chacun à leur rythme. Il est environ 15h, ils doivent se retrouver sur le parking du Maïdo, d'où ils sont partis le matin même, pour regagner la ville, tous ensemble. C'est Mathieu, le plus jeune et le plus sportif des trois, qui part en tête. Mais après environ 3/4 d'heure, 1 heure de marche, un petit peu après le passage de la brèche, le jeune homme fait une pause car il souffre de crampes. Pascal, qui le suivait, le rejoint et le dépasse. Mathieu est donc maintenant derrière Pascal et devant Christophe, qui ferme ainsi la marche. Tout au long de la remontée, les trois hommes sont séparés les uns les autres par une centaine de mètres, soit environ 5 à 10 minutes d'écart. Mais s'ils sont proches, ils ne se voient pas toujours les uns les autres, du fait de la nature du terrain sur lequel ils évoluent. Ils poursuivent leur ascension, chacun à son rythme. Et Mathieu envoie tout au long de la journée pas mal de messages sur Snapchat à Delphine, sa maman, pour la tenir au courant de sa journée, et surtout, pour lui montrer en direct le paysage sublime qu'il a sous les yeux. Sans doute une façon pour lui de l'inclure à cette journée, malgré le fait qu'elle soit en métropole. À un moment, Mathieu envoie à Delphine une photo de lui avec cette légende « Je ne me suis pas raté ». Sur le cliché,
on voit effectivement Mathieu avec une bosse sur le front. Visiblement, il est tombé ou bien il s'est cogné, enfin, en tout cas, il s'est fait mal. Sa mère ne lira le message qu'en sortant de son travail vers 19h, heure de Paris, ou 21h, heure réunionnaise. Immédiatement, Delphine a un mauvais pressentiment. Elle s'inquiète de voir son fils avec une bosse, même si le message qui va avec se veut relativement humoristique. Elle écrit immédiatement à Mathieu en lui demandant ce qu'il s'est passé et s'il va bien, mais la réponse de celui-ci ne vient pas. Delphine appelle alors Simon, le petit frère de Mathieu, pour lui confier ses angoisses, et ce dernier la rassure. Mathieu, après sa journée de marche en pleine nature, était sûrement fatigué. Il est maintenant rentré, et il dort, c'est pour ça qu'il ne répond pas au téléphone. Pour Simon, nul doute que demain, à son réveil, elle aura des nouvelles de Mathieu. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, et cette photo de Mathieu, avec la bosse sur le front, est le dernier contact que Delphine aura jamais avec son fils. Pour bien comprendre les circonstances dans lesquelles Mathieu a disparu, il faut retracer en détail cet après-midi du 23 juin 2017. Souvenez-vous, Mathieu était parti en tête de la remontée vers leur point de départ, et à un moment donné, il avait souffert de crampes, il s'est donc arrêté, et c'est alors que Pascal l'avait dépassé. Il était donc par conséquent précédé par Pascal et suivi par Christophe. À 17h50, quelle ne fut donc pas leur surprise à Pascal et à Christophe lorsqu'ils se sont rendus compte que Mathieu manquait à l'appel sur le parking. Christophe ne l'a pas dépassé, donc en théorie, Mathieu devrait être arrivé sur le parking avant lui. Mais ça n'est pas le cas. Il l'appelle au téléphone et Mathieu décroche. Il répond avec un simple « J'arrive » quand on lui demande ce qu'il fait. Rassurés, les deux hommes patientent, mais après un certain temps, ils finissent par se rendre à l'évidence. Leur jeune compagnon n'est toujours pas là. Pense-t-il à ce moment que Mathieu est sorti du cirque de Mafate par une autre issue et qu'il est rentré par ses propres moyens? Ça semble à peu près impossible parce que entre la Brèche et le Maïdo, il n'y a qu'un seul chemin. C'est un sentier c'est une configuration qui est assez simple. C'est un sentier à partir de la Brèche jusqu'au sommet de la sortie du sentier au Maïdo. Il n'y a pas de bifurcation en fait. Il n'y a qu'un seul sentier et il y a une petite boucle à un moment donné pour accéder au point de vue, mais on ne peut pas se perdre. Aucune bifurcation, aucun moyen de se perdre. Selon ses deux accompagnateurs, Christophe aurait alors rebroussé chemin et aurait essayé d'aller à la rencontre de Mathieu, mais en vain. Pascal et Christophe attendent un moment sur le parking, puis au bout d'environ 1 heure, transit froid, ils finissent par remonter à bord de leur véhicule et décident de rentrer en ville pour alerter les secours. Oui, parce que le téléphone de l'un n'a plus de batterie et le téléphone de l'autre est resté au gîte. C'est le premier point un petit peu étrange dans cette affaire. Le fait qu'ils décident tous les deux de quitter les lieux et cette histoire de téléphone. De plus, sur le trajet permettant de regagner la possession, il y a des habitations. Et il y a une petite ville, le Guillaume, d'où ils auraient sans nul doute pu alerter les secours. Mais ils ne semblent pas le faire et ils rentrent à la possession où ils finissent par parler de la disparition de Mathieu à un autre collègue gendarme qui, lui, décide immédiatement d'alerter les secours et, en l'occurrence, le peloton de gendarmerie de haute montagne ou PGHM. Il est aux alentours de 20h45. Mathieu a disparu depuis presque 3 heures. Dans un premier temps, le PGHM envoie un binôme en voiture, persuadé que Mathieu s'est juste perdu. L'équipe de secours a reçu l'alerte vers 20h30, quelque chose comme ça. Le temps qu'ils prennent les informations, qui partent en véhicule, parce que de nuit, quand il n'y a pas d'urgence vitale, on ne sort pas l'hélico parce qu'il y a trop de risques, surtout à rentrer sous la vision nocturne dans un cirque très peu éclairé comme le cirque de Mafate, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Du coup, même sous JVN, c'est compliqué de s'orienter la nuit. Et donc, ils sont partis en véhicule. Il y a quand même pas loin de 2 heures de route pour arriver au sommet du Maïdo. Et ils ont commencé les recherches à 2 secouristes. Ils ont refait tout le circuit en partant du Maïdo. Ils sont descendus jusqu'à la Brèche en appelant Mathieu, en mettant des coups de lampe là où il aurait pu éventuellement glisser et chuter. Voilà, ils ont fait un aller-retour. Ils ont fait le maximum qui était possible de faire de nuit sans visibilité. Et quand ils ont eu aucune indication sur là où pouvait être Mathieu, ils sont rentrés au PGHM et ils ont alerté l'équipe de permanence du lendemain, dans laquelle j'étais, en disant ce serait bien qu'on fasse un décollage au lever du jour pour pouvoir poursuivre la recherche dans les meilleures conditions. Et dans la même plage horaire, pendant que les 2 gendarmes du PGHM refont le parcours, un événement à peine croyable va avoir lieu. Une des 2 personnes qui étaient avec Mathieu ce jour-là efface de son répondeur un message d'une durée de 70 secondes. Ce message vocal, je vous le donne dans le mille, a été laissé dans l'après-midi
par Mathieu. Personne n'entendra jamais les derniers mots du jeune gendarme laissés sur ce répondeur. Alors je sais que vous avez hâte que je continue le récit, mais si l'histoire vous plaît jusque-là, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour être sûr de ne rater aucune des prochaines affaires que je traiterai. Allez, c'est reparti. Prévenu dès sa prise de service à l'aube, Christophe Grange fait préparer l'hélicoptère du PGHM. L'hélicoptère décolle avec à son bord le pilote, le mécanicien, Christophe donc, et 1 ou 2 secouristes. On a dû décoller de mémoire aux alentours de 6 heures, quelque chose comme ça. Ils sont convaincus de retrouver Mathieu rapidement, qu'il se soit perdu ou qu'il ait eu un accident. Il sera facile à localiser dans cette zone. Oui. Moi, quand on décolle, je me dis c'est sûr qu'on va le trouver. Alors vu qu'ils n'avaient pas eu d'informations, qu'il n'y avait pas eu de réponse aux appels la veille par les équipes de secouristes, je me dis certainement il a dû chuter un peu loin, il a perdu connaissance. Voilà, mais pour moi, je décolle et je suis sûr, par rapport à mon expérience, je suis quasiment sûr de le retrouver, en tout cas d'apercevoir des indices en 1 heure, quoi. Soit lui, soit ses vêtements, ses effets personnels ou autres. D'autant plus que la végétation à cet endroit n'est pas très haute. On se rend au Maïdo, on a toutes les informations qu'ils ont eues lors de la prise d'alerte et on fait un survol hélico de toute la zone. Donc là, on reste bien 1 heure, une bonne heure en vol, quoi. On refait tout le sentier, depuis Roche Plate, tous les endroits où il aurait pu chuter. Dans ces cas-là, on essaie de rechercher des vêtements, des points de couleur, on accentue la recherche sur des zones qui sont plus propices à dévissage. Et puis on se rapproche de la paroi. C'est quelque chose qui est très très minutieux. Il y a le pilote qui gère le pilotage de la machine, et il y a le mécanicien et les 2 secouristes qui sont de chaque côté des portes ouvertes. Et voilà. Et on observe, on regarde, on essaie d'être le plus vigilant possible. Seulement voilà, après 1 heure de survol, force est de constater que Mathieu reste introuvable. Le PGHM décide donc de monter en puissance et de passer en plan de gestion de crise. À partir de 9h, un poste de commandement déplacé est mis en place à la sortie du sentier et des renforts sont appelés. Ça monte progressivement en puissance. Au début, on commence avec quelques secouristes du PGHM. Très rapidement, on déclenche ce qu'on appelle les GMG, les groupes montagne gendarmerie, qui sont des brigadiers qui ont une formation montagne et qui viennent renforcer les unités de secours en montagne. La montée en puissance se fait très rapidement, mais progressivement, sur 2 jours derrière. Avec l'arrivée des gendarmes du GIGN qui sont venus nous prêter main forte, des maîtres chiens, des pompiers qui sont venus nous prêter main forte. C'est une trentaine de professionnels du secours en montagne qui vont, pendant plusieurs jours, passer la zone au crible. Tous les endroits où un risque de chute existe sont explorés. Des gendarmes et des malinois descendent en rappel tous les 2 mètres. On faisait un amarrage et on descendait 50, 100 mètres, là où aurait pu aller glisser un corps. Les cavités de la région sont toutes explorées. L'hélicoptère, lui aussi, continue de tourner dans la zone. Plusieurs drones sont mis en action pour être plus proches de la paroi. Et toutes les pistes sont explorées. Les gendarmes du PGHM envisagent aussi le fait que Mathieu ait fait demi-tour ou qu'il se soit perdu, même si ça semble difficile puisqu'il n'y a qu'un seul chemin, ou encore qu'il soit sorti du sentier après que Pascal et Christophe aient quitté la zone et qu'il ait décidé de regagner la ville tout seul et à pied. Mais rien. Nulle part, Mathieu est introuvable. La nuit, j'avais du mal à dormir. Je me disais, mais à côté de quoi je suis passé, à côté de quoi on est passé. En sachant que c'est vraiment un travail d'équipe. Les soirs, on rentrait, on débriefait, on se posait des questions. On se disait à côté de quoi on est passé. On a beaucoup ouvert. On a même écouté des voyants ou des personnes qui travaillent avec des pendules qui nous envoyaient à droite, à gauche, en disant j'ai vu. On a eu des informations comme quoi il pourrait être là. C'est vrai, dans l'absence de formations supplémentaires, ça nous est arrivé d'aller lever le doute en suivant ces informations. Et on ne s'est pas cantonné qu'à ce sentier. C'est-à-dire qu'on a imaginé qu'il soit redescendu, qu'il soit les perdre au niveau des Orangers, qu'il soit retourné à Roche Plate, qu'il soit monté au sommet du Maïdo. Voilà, on a vraiment, sur 1 semaine, on a vraiment tout exploré. En même temps, en France, l'angoisse de Delphine se transforme en une boule au ventre. Elle s'est réveillée à 5h30 du matin et s'est précipitée sur son téléphone, persuadée d'y trouver un message de son fils. Il est déjà 7h30 à La Réunion et son fils devrait être en train de se préparer pour sa journée de travail. Mais bien sûr, aucun message de Mathieu. C'est un peu plus tard que le père du jeune homme, dont Delphine est divorcée, l'appelle. Au téléphone, son ex-mari lui annonce que leur fils est porté disparu depuis la veille. C'est le capitaine de Mathieu
qu'il a prévenu très tôt, le matin même. Nous sommes le 24 juin 2017 et dans quelques jours, les parents de Mathieu s'envoleront pour La Réunion. De France métropolitaine, on fait aussi venir un Saint-Hubert. C'est une race de chien connue pour avoir un odorat extrêmement développé. Le Saint-Hubert emprunte donc le même parcours que les randonneurs quelques jours plus tôt, mais ne semble flairer aucune piste. 3 jours plus tard, Pascal et Christophe sont auditionnés et l'opération de secours se transforme en une opération de recherche de personnes. Au bout d'environ une semaine de recherche, n'ayant rien donné, le dispositif au sol est levé. Mais les recherches, elles, ne sont pas complètement abandonnées et Christophe Grange se rappelle d'ailleurs que pendant les mois qui ont suivi, à chaque fois que l'hélico du PGHM faisait une sortie, il repassait au-dessus de la zone en vol basse altitude. Pendant quasiment un mois et demi après, quasiment tous les jours, quand on rentrait de secours dans d'autres zones, on faisait un survol hélico, les portes ouvertes, avec les secouristes et le mécanicien sur le patin, et un corps en décomposition, on le sent. D'accord ? Donc on se met très, très près du relief et on essaie d'attraper des éléments qui pourraient nous donner des informations. Donc ça, on l'a fait très, très régulièrement pendant un mois derrière, même plus, parce que tout le monde était très impliqué dans cette recherche. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Donc dans notre tête, on avait toujours cette idée en tête. Voilà, au rang de secours, on fait un survol, on regarde si on est passé à côté de quelque chose. Mais voilà, ça n'a rien donné. Jusqu'en décembre 2017, où officiellement, les investigations de la gendarmerie cessent. C'est la piste de la chute accidentelle qui semble être privilégiée par les enquêteurs. Mais si c'est le cas, où se trouve Mathieu ? C'est la mise en examen de ses 2 accompagnateurs le 11 juillet 2018 pour non-assistance à personne en danger qui va faire l'effet d'une bombe. Et si Pascal et Christophe n'avaient finalement pas tout dit ? Dans cette affaire, il y a, comme à l'accoutumée dans les affaires de disparition mystérieuse, pas mal de zones d'ombre. En premier lieu, intéressons-nous aux 2 personnes qui ont vu Mathieu pour la dernière fois, Pascal et Christophe. La première question qui peut venir à l'esprit, c'est pourquoi avoir décidé de se séparer sur le chemin du retour ? Pour des gens qui sont expérimentés, qui ont un petit peu une bonne condition physique, c'est quelque chose qui peut être assez fréquent. Parce que c'est vrai que cette randonnée depuis la Brèche, il y a 1000 mètres de dénivelé qui sont assez raides. Donc, ça arrive que des trailers ou des randonneurs avec une bonne condition physique partent chacun à leur niveau. Vu qu'on peut pas se perdre, ils se retrouvent là-haut. Comme ça, chacun travaille son physique et sa condition physique comme il le sent. Et moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Même si chacun marchait à son rythme et qu'il était plus facile de remonter chacun de son côté, c'est une question à laquelle la justice essaye de répondre. Mais un autre élément peut poser question. Pascal, même s'il est en forme, a une 50aine d'années. Outre les crampes de Mathieu qui ont permis à Pascal de passer en tête, comment se fait-il que le jeune gendarme de 23 ans, sportif aguerri, ne l'ait pas de nouveau dépassé par la suite ? Est-ce que ça signifie que Mathieu était affaibli pour une raison particulière cet après-midi-là ? Souvenez-vous, on en a parlé un petit peu plus tôt, ce déjeuner aurait été bien arrosé. Tellement arrosé d'ailleurs que Pascal en aurait oublié son téléphone sur place. Ils auraient pris des apéritifs, bu du vin et fini le repas avec des digestifs. Cette consommation d'alcool peut-elle avoir joué un rôle dans la disparition de Mathieu Casergue ? Le fait qu'ils aient bu ou pas, moi, ça m'aurait donné des indications pendant la période de recherche, en fait. Parce que tu dis, quelqu'un qui a bu, effectivement, il peut perdre l'équilibre. Mais encore une fois, c'est pas trop le sujet là-dedans, pour moi, parce que Mathieu, s'il avait été au milieu, même s'il s'était posé sur le sentier parce qu'il était fatigué, qu'il n'arrivait pas à remonter, le dernier l'aurait trouvé, en fait. S'il avait pas chuté. Et s'il avait chuté, nous, on l'aurait trouvé derrière. À moins qu'il ait chuté pendant que le troisième remonte et que lui soit remonté du ravin et qu'il ait décidé de redescendre sur Rocheplate. Mais ça aussi, ou sur Rocheplate ou sur les Orangers, parce qu'il aurait été désorienté. Mais ça aussi, c'est des possibilités qu'on a envisagées, tout ça. En tout cas, tant que la dépouille de Mathieu ne sera pas retrouvée, aucun examen toxicologique ne pourra infirmer ou confirmer quoi que ce soit. Alors, même si on peut bâtir des théories folles sur fond d'alcool, ce ne sont que des suppositions et n'ont pas d'effet avéré. Ensuite, il y a un autre point étrange à considérer. Lorsqu'ils se sont rendus compte que Mathieu ne les rejoignait toujours pas, alors pourtant qu'il leur avait assuré au téléphone un petit peu plus tôt, souvenez-vous, qu'il arrivait, pourquoi avoir tous les deux quitté les lieux ? Quand on y pense, c'est vrai que c'est pas très logique. Si vous attendez quelqu'un à la sortie d'un endroit et que cette sortie,
c'est la seule issue et que ce quelqu'un n'arrive pas, vous faites quoi? Vous essayeriez sûrement de rappeler cette personne pour lui dire « Hey, mais tu fais quoi? T'es où? On t'attend !» Et si la personne ne décrochait pas, ou bien si vous n'aviez plus de batterie, eh bien, vous rebrousseriez sans doute chemin pour aller voir ce que peut bien faire la personne que vous attendez. Et de toute manière, si vous étiez deux, comme l'étaient Christophe et Pascal, c'est encore mieux. L'un reste au point de rendez-vous pour attendre, pendant que l'autre retourne sur ses pas pour aller chercher le troisième larron. Alors, je sais, selon leur déclaration, Pascal et Christophe prétendent l'avoir fait. Mais ce ne sont là que leurs dires, et il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou non. Enfin, en tout cas, il semble qu'il y avait plusieurs choses à tenter plutôt que de tous les deux quitter la zone. Mais bon, ils ont quitté le parking, et de là, on peut passer à la prochaine chose qu'ils auraient peut-être pu faire. On peut imaginer que, pressés de donner l'alerte, ils se soient arrêtés sur la route pour prévenir les secours, soit en achetant un chargeur, soit en demandant à des habitants du coin ou même à un commerçant d'utiliser leur téléphone. Mais c'est là que le mystère s'épaissit encore. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ils ne se seraient jamais arrêtés. Et ce ne serait même pas eux qui auraient prévenu de la disparition de Mathieu, ce serait lorsqu'ils ont raconté leur journée à un ami, gendarme lui aussi, en incluant le fait que Mathieu n'était jamais revenu, que ce collègue aurait décidé de prévenir les secours. 3 heures plus tard. Attendre plusieurs heures pour mentionner cette disparition, pour le moins alarmante, alors en plus qu'eux-mêmes racontent avoir été frigorifiés après même pas 1 heure d'attente sur le parking, ça pose question, non? Et puis, il y a aussi le message vocal laissé par Mathieu sur le répondeur de l'un de ses 2 accompagnateurs, aux environs de 23 heures, lorsque les 2 gendarmes du PGHM sont arrivés sur les lieux. Message qui a été volontairement et définitivement supprimé. Pourquoi supprimer ce message? Et surtout, pourquoi à l'horaire où les secours commencent à s'activer? Peut-être s'agit-il d'une coïncidence, d'un élément isolé, mais avec les autres zones d'ombre à côté, tout ça mis bout à bout, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Il y a aussi d'autres aspects dans cette affaire totalement indépendants de l'attitude de Pascal et Christophe qui sont intéressants. Les habitants de Mafat sont formels. Pour eux, il n'y a aucun cadavre dans le cirque. Ils sont catégoriques parce que quand il y a un corps sans vie, on assiste au balai des oiseaux de proie qui sont de vrais charognards. Souvent, il y a même une invasion de mouches. Mais là, rien du tout. Alors, je dirais oui, quand il y a un corps en décomposition, on est dans un milieu tropical qui est un petit peu humide la nuit et très chaud la journée. Les corps se décomposent très vite et effectivement, il y a très rapidement des vautours, très rapidement des odeurs. Et si le corps était vraiment à proximité d'un sentier, c'est un sentier qui est très parcouru. Hein. Donc en fait, on aurait eu des informations. C'est vrai que tous les locaux, tous les proches, il y a eu une grosse mobilisation au niveau de la Réunion par rapport à cette affaire-là. Donc, on nous aurait appelé, quoi. Les gens étaient très impliqués dans cette recherche-là, donc on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. Et je vous dis, nous, en passant en hélico, on a l'habitude, on aurait eu des informations, on aurait capté des odeurs, on aurait capté des signes de vautours, de papangs qui volaient, quoi. Enfin, lorsque les gens chutent, et c'est déjà arrivé, on retrouve systématiquement des effets personnels. Un sac, une casquette, un téléphone, une paire de lunettes. Mais là, aucun effet personnel de Mathieu n'a été retrouvé. La conclusion est simple, Mathieu ne repose pas dans le cirque. Je dirais, je garde toujours une marge d'erreur parce qu'on n'est pas à l'abri d'être passé à côté de quelque chose. Mais je dirais que pour moi, à 99, je pourrais même aller jusqu'à 99,9%, Mathieu n'était pas dans ce secteur-là, quoi. Enfin, s'il avait été là, on l'aurait trouvé, c'est clair. Alors après, peut-être qu'il est sorti, qu'il a poursuivi ailleurs, j'en sais rien. On ne sait pas, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Et moi, j'étais pas en charge de l'enquête. Mais ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue purement secours en montagne, je pense pas qu'il soit là. Voilà. Cela signifie-t-il que Mathieu est sorti du cirque de Mafat? Si oui, pourquoi? Comment? Mais surtout, où est-il à présent? Le 26 juillet 2017, soit moins d'1 mois après la disparition de Mathieu et 2 semaines après que le dispositif de recherche ait été levé, la nouvelle tombe. Pascal et Christophe ont été placés en garde à vue. Les autorités, et en l'occurrence la section de recherche, veulent les entendre pour tenter d'y voir plus clair dans cette mystérieuse disparition. 24 heures plus tard, les 2 gardés à vue sont relâchés. Ils étaient suspectés de non-assistance à personne en danger. Le temps passe, mais l'enquête piétine. Le 30 août, le préfet décide de réactiver les recherches dans le cadre de l'enquête judiciaire. Recherche auquel il assiste, accompagné du commandant de gendarmerie de La Réunion
Et les deux hommes ne peuvent que constater la difficulté auxquelles leurs hommes sont confrontés et le terrain est très accidenté, avec bon nombre d'endroits complètement inaccessibles à pied. Il faut préciser que dans ce cadre-là, il ne s'agit plus de retrouver Mathieu pour lui porter secours, mais plutôt de rechercher la manifestation de la vérité à l'aide de moyens légaux. Le 9 septembre, c'est un véritable coup de théâtre. Une famille a aperçu Mathieu. C'est au cours d'un repas de famille où étaient réunies une quinzaine de personnes à peu près que l'événement a eu lieu. Un jeune homme s'est approché d'eux, un grand bidon d'eau vide à la main, en demandant s'il était possible de le lui remplir. Ces mots semblent hésitants. Le jeune homme apparaît comme craintif et désorienté. Immédiatement, plusieurs personnes dans le groupe reconnaissent Mathieu. Certes, il est très amaigri, mais c'est lui, ils en sont sûrs. L'histoire de la disparition du gendarme a fait grand bruit dans l'île et le visage de Mathieu est présent dans tous les esprits. Les pique-niqueurs lui tendent alors un bidon d'eau neuf, un conteneur de 5 litres et le jeune homme abandonne du coup le sien. La famille le met de côté, ils le confieront à la gendarmerie pour vérifier si l'ADN de Mathieu y est bien présent ou non. Une fois la stupéfaction passée, l'un des membres du groupe interpelle le jeune homme. « Mathieu !» L'inconnu se retourne, répond par un signe de la main et continue son chemin. Le bidon laissé par le mystérieux jeune homme est, comme convenu, confié aux autorités et envoyé en labo pour analyse. Le 3 octobre, on apprend que la famille de Mathieu a engagé un détective privé pour lancer en parallèle ses propres investigations. Du côté de l'enquête officielle, c'est avec l'aide d'une nouvelle équipe cynophile, composée de 3 Malinois et de leur maître chien, que de nouvelles recherches vont être menées. Les chiens ont pour mission de flairer la piste de Mathieu, non seulement dans le cirque de Mafat, mais aussi dans le sud de l'île, là où il aurait été aperçu par la famille de pique-niqueurs. Les résultats de l'analyse ADN du bidon sont attendus rapidement. On espère donc, à ce stade, faire toute la lumière sur cette affaire. Mais le 7 octobre, les espoirs de Delphine Casergue s'effondrent. Un jeune homme se présente spontanément à la gendarmerie de Saint-Joseph. C'est lui que la famille a confondu avec Mathieu. La piste d'un Mathieu amnésique semble alors se refermer. Et le 15 octobre, c'est une seconde douche froide pour la famille de Mathieu. Les chiens renifleurs n'ont flairé aucune piste. Ils n'ont pas retrouvé la moindre trace du jeune homme. La section de recherche en charge de l'enquête confirme, quant à elle, que toutes les pistes restent envisagées et que les investigations se poursuivent. Delphine et sa famille ne baissent pas non plus les bras. Le clan organise régulièrement des battues et a créé une page Facebook, entre autres, pour mieux pouvoir communiquer avec les Réunionnais. À la fin novembre, les gendarmes de la Réunion déploient un nouveau dispositif. Ils jettent des sacs de sable du même poids que Mathieu pour observer où le corps du malheureux aurait pu finir sa chute. Cette technique, malheureusement, ne permet pas non plus de retrouver Mathieu. Dans l'Hérault, la vie de la famille de Mathieu s'organise autour de la disparition de ce dernier. Comme le dit Delphine, chacun s'efforce de rendre l'absence du jeune homme le plus supportable possible. Seulement le 22 juin 2018, un an, jour pour jour, à quelques heures près, après sa disparition, Mathieu Casergue est déclaré mort. Un certificat de décès est établi par les services gouvernementaux de la Réunion. Les parents de Mathieu sont sous le choc. C'est dans la presse qu'ils ont appris l'officialisation de la mort de leur fils. Delphine contacte immédiatement le parquet de Saint-Denis, qui lui répond qu'une lettre a été envoyée au père de Mathieu. Problème, personne n'a reçu ce courrier. Il s'agirait en fait d'un oubli de la part du greffe. Une fois le choc passé, la famille de Mathieu découvre avec soulagement les raisons qui ont poussé l'administration à déclarer le décès du jeune homme. Un juge d'instruction peut désormais être saisi pour homicide involontaire, en plus de non-assistance à personne en danger, puisque le jeune homme est maintenant officiellement considéré comme mort. Delphine et sa famille ont de nouveaux espoirs, d'autant plus que le 11 juillet 2018, Pascal et Christophe sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger, tout en étant laissés libres. Le 6 novembre 2020, un incendie se propage dans le Maïdo et ravage la zone. La famille Casergue est désespérée. Les traces qui pourraient permettre d'élucider le mystère planant sur la disparition de Mathieu viennent de partir en fumée. Pourrait-il s'agir d'un incendie criminel visant justement à éliminer toute preuve ou tout indice ? Bien que cette hypothèse ait été envisagée, il semblerait que ça ne soit pas le cas. L'incendie serait accidentel, causé par un monsieur ayant eu besoin de se soulager derrière un buisson. Amoureux de la nature, il aurait voulu éviter de polluer et aurait donc décidé de brûler le mouchoir utilisé, créant dans la foulée un départ de feu. Les années passent et les pistes explorées se referment toutes, les unes après les autres. Dans un petit peu moins de 2 mois, la famille de Mathieu Casergue célébrera un triste anniversaire.
Cela fait en effet déjà 5 ans que Mathieu s'est mystérieusement envolé sans laisser de traces. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent depuis la Réunion, donc si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter soit les autorités, soit la famille de Mathieu via la page Facebook mise en place à cet effet. N'oubliez pas non plus que Pascal et Christophe, même s'ils ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, sont à ce jour libres et présumés innocents. Aucun procès n'est annoncé pour le moment, mais l'instruction se poursuit et la famille de Mathieu garde espoir. Ça a été très difficile parce que dans ces opérations de recherche, on est très en lien aussi avec la famille qui se repose beaucoup sur nous. Donc c'est vrai qu'on a été très en lien avec sa mère et son beau-père à l'époque. Ils sont venus à la Réunion, on les a emmenés sur place, on les a nitroyés pour leur montrer la zone, pour qu'ils essaient de comprendre ce qui s'était passé. Et voilà, et c'est vrai que émotionnellement, c'est dur pour nous. Quand on voit toute la détresse des familles, on voit tout le doute qui est là, et voilà, et c'est vrai que moi je suis encore voilà, je pense encore très souvent à la maman de Mathieu parce que 4 ans après, elle a pas d'éléments pour faire le deuil en fait. Elle est toujours dans le doute et puis dans l'incertitude. Il est peu probable que le corps de Mathieu se trouve à cet endroit-là. Voilà, pour moi, c'est mon avis, moi de secouriste qui a fait voilà, avec tout ce qu'on a fait, tous ces éléments-là, pardon. Je laisse toujours une petite marge d'erreur, mais pour moi, à 99%, voilà. Bah alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien. C'est une grosse énigme, vraiment, pour moi. Tout le monde y va de son idée. Moi, j'ai pas envie d'aborder mon avis personnel là-dedans, parce que déjà, je suis un ancien gendarme et je suis tenu encore par le devoir de réserve, mais parce que, voilà, j'en sais rien, en fait. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par la gendarmerie, tout a été exploré, il y a eu des auditions très approfondies sur ces 2 compagnons, et pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Donc, c'est vrai que la disparition de Mathieu Kézergue à La Réunion, ça reste vraiment une énigme. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut compter sur ta présence pour le live de mercredi prochain pour répondre aux questions des viewers principalement? Attention, ils vont essayer de te tirer les verres du nez. Ils vont essayer d'avoir des petites informations exclusives et croustillantes, hein, je te préviens. Bah, ils peuvent essayer. Non, mais j'ai donné tout ce que... Là, vraiment, je suis resté en factuel, mais j'ai donné tous les éléments que j'avais, quoi. Après, il y a plein de choses qui sont du domaine de l'enquête et qu'on peut pas donner pour l'instant. Pas que je peux pas donner, mais voilà, en tout cas, sur le factuel, il y a rien à cacher. Il y a rien à cacher nulle part. Après, c'est de la... Voilà, c'est de la spéculation. Chacun a son idée. C'est justement, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent savoir.